Mercredi 22 décembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de ce journal. Élection en Libye, impossible à tenir ce 24 décembre. La commission du Parlement libyen chargée du suivi de l'élection présidentielle propose le 24 janvier comme date alternative. Au Maroc, mobilisation grandissante contre la normalisation avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine compte faire du 22 décembre une journée contre la normalisation. En Chine, 13 millions de personnes dépistées à Xi'an après la détection d'une quarantaine de cas de Covid-19. Nous ferons le point sur la crise sanitaire dans le monde dans ce journal. Économie, zoom sur la diaspora algérienne aux États-Unis et plus précisément sur l'entreprise Wild Grain fondée par Smaïn Salhi. Il sera en direct avec nous depuis Boston pour en parler. Nous le disions à l'instant, en Libye, la présidentielle impossible à tenir ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui une commission du Parlement libyen chargée du suivi de l'élection présidentielle du 24 décembre. C'est après consultation des rapports techniques, judiciaires et sécuritaires que l'impossibilité de la tenue des élections a été communiquée par cette commission qui propose le 24 janvier comme une alternative à ces élections. Le texte demande au chef du Parlement, Aguila Saleh, de reprendre ses fonctions dont il s'était mis en congé pour se présenter à la présidentielle et ce, afin de relancer le processus politique et reformuler la feuille de route de manière censée conduire le pays vers la démocratie. Hier mardi, des miliciens armés se sont déployés à Tripoli, faisant craindre une reprise des violences. L'élection du 24 décembre devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par l'ONU pour clore le chapitre de division et d'instabilité. Et nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans nos prochaines éditions. Un an, jour pour jour, après la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, le peuple marocain investit les rues du pays à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine, qui compte faire du 22 décembre une journée contre la normalisation. Souhila Akilal. Un an après, le peuple marocain ne décolère toujours pas et compte bien le faire savoir. Ce 22 décembre, date qui marque le triste anniversaire de la trahison historique du régime du Merzen envers son peuple et envers la cause palestinienne, est une journée marquée par l'organisation de manifestations sous le slogan « Notre bataille continuera jusqu'à l'annulation des accords de normalisation et de coopération militaire par les opposants à la normalisation » en réponse à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine qui s'était prononcé en faveur d'une journée nationale contre la normalisation dans plusieurs villes et régions du Maroc. Le Front marocain de soutien à la Palestine contre la normalisation a appelé à faire du 22 décembre la 4e journée nationale de solidarité avec le peuple palestinien, afin que les Marocains partout à travers le pays puissent exprimer leur soutien à la cause palestinienne et le rejet de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Le coordinateur du secrétariat du Front marocain de soutien à la Palestine, Tayeb Medmed, a indiqué que l'accord entre les États-Unis, le Maroc et l'entité sioniste intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et que le peuple marocain ne se taira pas face à cette injustice. Le peuple marocain continuera son combat aux côtés du peuple palestinien. La normalisation est illégitime et illégale. Le peuple refuse complètement cette décision qui sera annulée tôt ou tard. Pour rappel, le régime marocain a normalisé ses relations avec l'entité sioniste le 22 décembre 2020. Il a également signé un accord de coopération sécuritaire et militaire avec l'entité sioniste à l'issue de la visite au Maroc du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en novembre dernier, faisant du royaume une base avancée pour l'ennemi sioniste dans la région.
Nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Farsia, Haouza, Aousserde et Mahbès. Les attaques de la PLS se poursuivent contre des forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, d'après le ministère sahraoui de la Défense. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans la crise politique malienne, a eu un entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Goodluck Jonathan s'est dit espérer la mise en place d'un calendrier électoral d'ici la fin de l'année pour aider le Mali à sortir de sa crise politique. Mohamed Amina Berkan. Accompagné par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan s'est entretenu avec Assimi Goïta, le président de la transition. Les échanges ont porté sur l'avancement du calendrier électoral, des activités politiques et des recommandations phares de la CEDEAO. Qui nous a demandé de bien vouloir nous rendre à Bamako à rencontrer le président de la transition du Mali afin de s'enquérir de l'avancement des activités politiques concernant le Mali. Vous savez que la situation au Mali, c'est aussi lié à la transition qui est en cours dans ce pays. Alors donc il fallait venir avec les décisions, les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO, avec l'espoir également que d'ici la fin de l'année, nous aurions donc tout un calendrier en place pour l'organisation des élections qui est justement une des recommandations phares de la CEDEAO. Goodluck Jonathan a également annoncé revenir à Bamako certainement au mois de janvier, avant de rappeler la nécessité pour la conférence des chefs d'État d'organiser les élections au mois de février 2022. Après le coup de force du 18 août 2020 à Bamako, la CEDEAO avait suspendu le Mali de ses rangs et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec ce pays, en proie à un cycle de violences terroristes et intercommunautaires. L'Arabie saoudite envoie une aide humanitaire au Soudan. Il s'agit de dons d'équipements médicaux et environnementaux. Un total de 46 tonnes a donc été fourni par le Centre d'aide et de secours humanitaires du roi Salman pour renforcer le système sanitaire du Soudan. Plusieurs membres du gouvernement soudanais étaient présents à la réception de ces dons à l'aéroport de Khartoum. Le Soudan qui vit depuis le 21 août 2019 une période de transition de 53 mois. Au Liban, fin de tournée pour Antonio Guterres. Il appelle les dirigeants à ne plus paralyser le pays. Le chef de l'ONU a donc appelé les dirigeants politiques du Liban à rester unis et à être à l'écoute du peuple. Les détails avec Imen Merad. Suite à sa dernière visite de solidarité de 3 jours et à sa constatation personnelle de la souffrance qui ronge le peuple libanais, le chef de l'ONU Antonio Guterres s'est exprimé mardi, appelant les dirigeants politiques du Liban à rester unis, à protéger la nation et à éviter sa paralysie, compte tenu des multiples crises que traverse leur pays. Le peuple libanais attend de ses dirigeants politiques qu'ils rétablissent l'économie, qu'ils fournissent un gouvernement fonctionnel, qu'ils mettent fin à la corruption et qu'ils protègent les droits humains. En outre, Antonio Guterres a appelé les dirigeants libanais à être à l'écoute du peuple, à travailler sur la mise en œuvre de réformes qui répondront à ces revendications pour plus de bien-être, de responsabilité, de protection et de transparence, afin de restaurer l'espoir d'un avenir meilleur. J'exhorte les dirigeants politiques libanais à travailler ensemble pour résoudre la crise économique et financière qui sévit dans le pays et la communauté internationale à renforcer son soutien au Liban. Des solutions et des actions concrètes sont nécessaires de toute urgence pour stimuler la reprise. Relevant par ailleurs le rôle essentiel que jouerait la société civile, les jeunes et les femmes dans la voie d'un redressement durable du Liban, que leurs diverses propositions devraient être prises en compte et que des élections parlementaires libres et équitables organisées dans les délais en 2022 seraient un judicieux médian
pour le peuple de faire entendre sa voix. Effectuant des visites dans le nord et le sud du Liban, Antonio Guterres a déclaré être honoré de revenir à un pays cher à son cœur, regrettant la souffrance du peuple libanais, saluant sa générosité et son esprit de coexistence et de tolérance. Et puis l'Irak qui annonce le versement de l'intégralité des indemnités de la guerre du Golfe au profit du Koweït. La Banque centrale d'Irak a donc versé 44 millions de dollars. Il s'agit du versement de la dernière tranche d'indemnisation, 52,4 milliards de dollars de compensation financière au total. L'Irak aura donc payé le montant total de l'indemnisation approuvé par le Comité d'indemnisation des Nations Unies qui est sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU en vertu de la résolution 687 pour l'année 1991. Pour rappel, l'Irak avait cessé de payer en 2014 pendant la guerre contre le groupe terroriste Daesh qui contrôlait un tiers du pays à l'époque avant de reprendre les versements en 2018. Au Yémen, l'aéroport de Sanaa fermé aux vols humanitaires après des frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui dit riposter à des attaques de drones. Aucune victime d'après le directeur de l'aéroport qui indique que les entrepôts pour les marchandises importées et celles destinées à l'exportation avaient été détruits. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a condamné les raids saoudiens et appelé les deux parties à maintenir l'aéroport de Sanaa à l'écart des combats et de veiller à ce qu'il puisse à nouveau fonctionner pour les vols médicaux et commerciaux. Selon l'ONU, la guerre au Yémen aura causé la mort de 377 000 personnes d'ici la fin de l'année 2021, dont environ 227 000 décès dus aux conséquences indirectes du conflit, telles que le manque d'eau potable, la faim et les maladies. L'atmosphère se charge à vue d'œil entre la Russie et l'OTAN sur fond de crise ukrainienne et de tensions aux frontières de l'Union européenne. La Lituanie qui exprimait il y a peu son alignement sur les positions occidentales. Vous l'aurez compris, la situation est critique dans la partie orientale du vieux continent. Analyse de la conjoncture avec Sofiane Baroudi. On monte gravement entre Moscou et les pays de l'Alliance transatlantique. La crise ukrainienne continue de menacer la stabilité régionale et met le monde devant une situation explosive. Depuis 2013, ce pays de l'Est de l'Europe connaît un conflit de grande intensité aux contours stratégiques déterminants. Le flanc ouest de la Fédération de Russie, comprenant les pays baltes, la Pologne et l'Ukraine, est le théâtre d'un déploiement militaire imposant de l'OTAN, intégrant des armements de pointe, faisant de cet espace une région hautement nucléarisée, une vraie poudrière menaçant la paix mondiale. Les tensions en mer Noire ou dans le Caucase ne sont pas là pour apaiser cette situation. Le cœur du contexte critique en Ukraine, qui oppose Moscou au gouvernement Zelensky, soutenu par l'Union européenne et l'OTAN, est à chercher dans les velléités d'endiguement de la Russie, grand pays eurasiatique. Cette nation héritière de l'Union soviétique avait eu la promesse de la non-expansion des bases militaires de l'Alliance atlantique sur son flanc occidental. Promesse non tenue par les Occidentaux, qui ont depuis le début des années 2000 intégré plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est dans le dispositif politique, institutionnel et militaire de l'OTAN. Si Moscou peut compter sur une forte alliance avec Minsk, ainsi que sur sa proximité objective avec Pékin, Téhéran et même Istanbul. Vilnius, pour sa part, est monté au créneau dernièrement pour faire augmenter la tension quand cette dernière a déclaré que la Lituanie était prête à apporter son soutien à l'Ukraine aux côtés des puissances occidentales en cas de conflit. Le monde scrute les évolutions de la situation dans cette zone particulièrement instable qui menace la paix globale. Le vieux continent, pour sa part, est plus que jamais au bord du précipice.
En Slovénie, les contrôles de police ont été renforcés au sud-est du pays suite à une augmentation des vols et actes de vandalisme. Une région où se trouvent des camps de Roms. Ces derniers sont visés par les Slovènes après la hausse justement des vols et des actes de vandalisme. L'ONG Amnesty International estime à 11 000 le nombre de Roms en Slovénie. La plupart vivent dans des camps ou des bidonvilles. Selon un rapport de l'Union européenne, les adolescents roms peuvent devenir des cibles faciles pour ceux qui veulent les inciter à entrer dans la délinquance. Hier soir, on vous parlait des NFT. Aujourd'hui, le premier SMS de l'histoire a été vendu justement sous forme de NFT, une transaction adjugée lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Agut à Neuilly-sur-Seine en France pour la modique somme de 107 000 €. Le SMS en question est composé de 15 caractères « Merry Christmas » qui ont été transmis le 3 décembre 1992 par un ingénieur informatique via le réseau britannique Vodafone. L'acheteur est canadien et travaille dans les nouvelles technologies. Vodafone, le vendeur, compte reverser l'argent à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Santé, une nouvelle tempête se prépare, c'est ce qu'a déclaré hier le directeur régional de l'OMS Europe. Il appelle les gouvernements européens à se préparer. Le variant Omicron va se propager comme une traînée de poudre et les cas vont augmenter. Neila Hamouda. Le variant Omicron met à rude épreuve la santé publique en Europe. L'Organisation mondiale de la santé annonce une augmentation significative des cas de Covid-19 et appelle les gouvernements à se préparer face au tsunami Omicron. D'ici quelques semaines, Omicron sera dominant dans davantage de pays de la région, avec la menace de pousser encore plus loin des systèmes de santé déjà débordés. Moins d'un mois après sa première détection, le variant Omicron est désormais majoritaire au Danemark dans les nouveaux cas de Covid-19, qui ont atteint mardi un record absolu depuis le début de la pandémie. Une situation qui vient perturber Noël et le Nouvel An pour 2 millions d'Européens. Et pour mettre fin à la propagation de cette épidémie, le télétravail va devenir obligatoire au Portugal pendant 2 semaines. Les bars et les discothèques seront fermés. Des jauges seront rétablies dans les commerces et un test sera obligatoire pour assister à un spectacle ou à un événement sportif. En Espagne, la Catalogne devrait passer son réveillon de Noël sous couvre-feu. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès jeudi minuit, mais doivent d'abord être validées par le tribunal supérieur de Catalogne. Alors que le taux d'incidence du Covid-19 atteint un nouveau record, la France veut accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal plus vite que prévu. Il pourrait entrer en vigueur dès la première quinzaine de janvier. L'Allemagne, elle, compte limiter les contacts, même entre personnes vaccinées. Pour les fêtes du Nouvel An, pas plus de 10 invités sur la table. La limitation entre en vigueur dès le 28 décembre. Les clubs et les discothèques seront fermés dans tout le pays et toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos. Le Royaume-Uni enregistre plus de 90 000 nouveaux cas d'Omicron au jour. Face à ce raz-de-marée, Boris Johnson appelle à la prudence mais rejette un nouveau tour de vis avant Noël. Nous ne pensons pas aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus sévères avant Noël. Le Premier ministre britannique parie sur l'accélération de la campagne de rappel vaccinal et s'en tient pour l'instant à quelques mesures comme l'incitation au télétravail. Direction la Chine pour continuer à parler de crise sanitaire. 13 millions, c'est le nombre d'habitants qui se font dépister actuellement à Xi'an, une grande ville chinoise connue pour son armée enterrée en terre cuite. Xi'an qui a donc mis en place cette campagne de dépistage après la détection d'une quarantaine de cas de Covid-19. Amel Amezen Zitouni. Après que le pays ait éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020, grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés et des dépistages massifs, la Chine fait face aujourd'hui à nouveau au Covid-19. Fait rarissime, la grande ville chinoise de Xi'an, située dans le nord du pays, a commencé mardi à dépister ses 13 millions d'habitants après la résurgence d'une quarantaine de cas de Covid-19. La ville a également fermé les écoles et les grands centres de loisirs couverts, tout en encourageant les habitants à éviter de sortir et de se rassembler en grands groupes.
La Chine mène depuis l'an dernier une stratégie zéro Covid qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas. Les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel An chinois. Et aux États-Unis, Joe Biden tente de rassurer les Américains, affirmant que leur pays était prêt et qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Le président s'adressait aux personnes vaccinées. Il précise que se faire vacciner est un devoir patriotique. 73,2% des nouvelles contaminations étaient du variant Omicron la semaine écoulée aux États-Unis. En Thaïlande, le pays réimpose une quarantaine d'au moins 7 jours à tous les visiteurs face à cette épidémie du variant Omicron. Une mesure qui concerne tous les voyageurs, y compris ceux qui sont vaccinés. Un coup dur pour l'industrie touristique qui avait vu ses chiffres s'améliorer progressivement ces dernières semaines et attendait des centaines de milliers de touristes pour le mois de janvier. Et puis cette nouvelle forme de passe sanitaire proposée par une entreprise suédoise. Elle teste actuellement l'implant d'une puce électronique sous la peau des doigts ou du bras dans lequel serait inséré le QR code du passe sanitaire. La puce, de la taille d'un grain de riz, est sans batterie et sans signal. Elle s'active uniquement au contact de capteurs. L'entreprise suédoise propose donc une solution à des problèmes de batterie sur son téléphone ou de perte de l'attestation papier. Le nouveau président du Chili, Gabriel Boric, qui ne prendra ses fonctions qu'en mars, a commencé symboliquement son mandat cette semaine. Hier, il a apporté son soutien à l'Assemblée constituante en tant que député. Gabriel Boric a été l'un des artisans de l'accord politique qui a mené à l'élection d'une Assemblée constituante majoritairement de gauche. La nouvelle constitution devra être soumise à référendum en fin d'année prochaine. Gabriel Boric a assuré que son futur gouvernement sera paritaire et qu'il respectera l'équilibre budgétaire de l'État. En Birmanie, au moins un mort et des dizaines de disparus dans un glissement de terrain dans le nord du pays. Le drame est survenu dans une mine de jade où les conditions de travail sont très dangereuses. Environ 200 secouristes participent aux recherches, certains à bord de bateaux pour tenter de repêcher des corps sur un lac. Aux Philippines, après le typhon Rai, une autre tempête pourrait être en route. C'est ce qu'a annoncé l'Agence météorologique nationale qui a prévenu qu'une zone de basse pression se déplaçait vers Mindanao et avait 30 à 40% de chances de se transformer en dépression tropicale. Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants à mesure que le réchauffement climatique s'accélère. Au moins 375 personnes ont été tuées et des centaines blessées après le passage du typhon Rai aux Philippines. Économie, nous vous proposons aujourd'hui de nous accompagner pour un petit voyage à l'autre bout du monde, aux États-Unis plus précisément, où la diaspora algérienne se distingue par son sens de l'innovation et de la détection des besoins, des expériences qui donnent souvent naissance à des pépites. Zoom sur Wild Grain avec Kheridim Batache. La diaspora algérienne fait encore parler d'elle dans le monde du business 2.0. Smaïn Salhi, un ingénieur algérien, est en train de révolutionner le monde de la consommation des produits de boulangerie aux États-Unis via un concept simple mais unique en son genre. Avec sa femme Johanna, il a fondé Wild Grain en mars 2020, une start-up spécialisée dans la production et la livraison de pain artisanal, pâtes et autres viennoiseries. De prime abord, le concept peut sembler quelque peu bancal. Mais c'est mal connaître le marché agroalimentaire et les habitudes de consommation chez les Américains. Car au pays de l'oncle Sam, il n'est pas aisé de trouver des boulangeries au sens classique du terme. La consommation de pain et de viennoiserie diffère des autres régions du monde. Et c'est exactement ce besoin qui a fait naître Wild Grain, une boîte en carton contenant du pain, des pâtes et des viennoiseries bio à consommer instantanément ou à conserver au frigo, que le couple livre aux 4 coins des États-Unis depuis Boston, dans l'État du Massachusetts. Il suffit aux clients de se connecter sur le site ou l'application Wild Grain et de faire leur commande, le plus simplement du monde. Adopté par les consommateurs, le concept séduit les Américains qui en parlent de plus en plus. Sur le plan économique,
La junior ne cesse de grandir. WildGrain a triplé de taille et de chiffre d'affaires en 2021. Durant le deuxième trimestre, la start-up a même intégré le top 10 des marques dites Direct to Consumer en termes de croissance rapide, au classement établi par le site SimilarWeb. Diplômé de l'Université de Boston, Massachusetts et de l'Université Paris-Est, Smaïn Salhi doit avant tout le succès de son entreprise à son sens entrepreneurial, acquis entre autres en Algérie, où il a commencé ses études. Serial entrepreneur, il n'en est pas à son coup d'essai. Passé par une société d'investissement française activant dans le domaine des innovations de rupture à fort impact sociétal, il faisait en 2014 ses grands débuts dans le monde des affaires, en fondant Click, une start-up spécialisée dans l'édition. Smaïn Salhi, un exemple parmi tant d'autres d'une diaspora algérienne qui ne cesse d'étonner le monde. Et justement, nous avons avec nous en direct de la ville de Boston, Smaïn Salhi, fondateur de WildGrain, pour nous parler de son expérience. Bonjour, monsieur Salhi. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment a commencé l'histoire de WildGrain? D'où a jailli cette idée? Alors, j'ai eu l'idée de WildGrain avec ma femme quand on venait de terminer une aventure entrepreneuriale à Boston. On a tous les deux vécu à Paris et on avait accès à du très bon pain tous les jours, du pain chaud qu'on peut trouver en bas de chez soi. Et aux États-Unis, en fait, c'est différent. Les boulangeries sont plus rares et le pain est jamais vraiment frais, même au supermarché. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer une entreprise qui fait du direct to consumer, ce qui veut dire qu'on vend directement aux clients sans passer par un supermarché ou un intermédiaire, via Internet, dans une box qui permet de livrer du pain au levain, des pâtes fraîches et des pâtisseries directement chez les gens. Il s'agit donc d'un concept de start-up plutôt simple mais innovant. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le concept de WildGrain? Alors, le principe est super simple. Tous les mois, on reçoit une boîte en carton avec du pain, des pâtes et des pâtisseries. C'est du congelé ou du partiellement cuit, si je peux dire. Ça permet en fait aux gens de mettre tous les produits WildGrain directement au congélateur et de les sortir quand ils en ont besoin. Donc par exemple, quand vous avez un dîner, vous sortez le pain, vous le mettez au four pendant 20 minutes et le pain finit de cuire et vous avez du pain frais à la maison directement disponible. Votre start-up a donc triplé de taille en 2021. Est-ce qu'on peut parler de success story aujourd'hui, Smaïn Salhi? Il est trop tôt pour dire qu'on est une success story, mais en tout cas, on a une beginning of a success story, un début de success story ici. On a triplé de volume, on a embauché beaucoup de gens, on livre du Wisconsin, on livre en Californie, on livre au Massachusetts, dans 48 États. On a un chiffre d'affaires qui a triplé depuis qu'on a commencé et grâce au dépit de Covid, on a eu beaucoup de demandes très vite. Du coup, quand on a lancé l'entreprise, ma femme était enceinte de notre premier garçon et on devait jongler entre la production des produits, on devait jongler entre la livraison et le service client, etc. Et c'était assez compliqué en janvier 2020, vu que c'était le tout début de la pandémie. En tant qu'entrepreneur et membre de la diaspora algérienne, quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs algériens qui désirent se lancer en Algérie ou ailleurs, à l'étranger? Mon meilleur conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est de se lancer. Il n'y a pas 36 000 autres manières d'apprendre. C'est pas l'école, c'est pas les formations qui vont vous apprendre à devenir entrepreneur, c'est vraiment lancer sa première entreprise, que vous ayez 19 ans, que vous ayez 40 ans, ça change rien. C'est vraiment en devenant entrepreneur qu'on devient entrepreneur et qu'en lançant sa première entreprise qu'on devient entrepreneur. Ça aide d'apprendre à utiliser les outils de 2022, savoir créer un site, savoir prendre de jolies photos de produits, savoir coder, avoir juste un esprit de vente qui est bien, mais
le premier conseil que je donne en général, c'est lancez-vous. Merci, monsieur Salhi. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Wild Grain et vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Boston, aux États-Unis. Merci à vous. Et avant de fermer ce dossier économie, un mot sur les cours de pétrole qui repartent à la hausse après avoir traversé quelques jours de turbulences sur fond de ventes massives survenues lundi dernier. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en février, le plus échangé à Londres, a clôturé hier en hausse de plus de 3% et a dépassé la barre des $74 ce matin. De son côté, la référence américaine du WTI pour échéance en février également s'inscrit dans la même tendance puisque le baril a terminé la journée d'hier sur une hausse de plus de 4%, peu après l'ouverture ce mercredi. Il affichait un prix supérieur à $71. Selon les spécialistes, les restrictions liées à la propagation du variant Omicron n'ont pas vraiment affecté la mobilité des personnes et donc eu un effet limité sur l'économie. On va parler environnement. La préservation de ce dernier est un enjeu majeur dans le monde, mais aussi en Algérie. Le secteur y est encore balbutiant, d'où les efforts des autorités pour sensibiliser sur le sujet. C'est dans ce sens que la ministre de l'Environnement a effectué lundi une visite sur le terrain. Les détails avec Safouane Ben Sabri. C'est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. La préservation de l'environnement représente un chantier de longue haleine que l'Algérie commence à prendre en main alors que l'ampleur de la tâche reste de taille. Le taux de recyclage des déchets ménagers n'a pas dépassé les 10% sur l'ensemble des déchets collectés en 2020. La quantité de déchets ménagers recyclés en 2020 s'élève à près de 1,3 million de tonnes, une quantité très faible par rapport à la quantité produite durant la même année, soit 13,5 millions de tonnes. Pourtant, selon une publication récente du Centre de développement des énergies renouvelables algérien, environ 45% des déchets, soit 6,1 millions de tonnes, seraient recyclables. C'est donc pour attirer l'attention sur la question que la ministre de l'Environnement a procédé ce lundi à une visite de terrain à Tlemcen dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de formation organisée par l'Agence nationale des déchets. La ministre a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation, de la communication et du traitement des déchets grâce notamment aux entreprises de récupération et de recyclage pouvant créer de la richesse et des emplois dans les secteurs économiques hors hydrocarbures. Dans ce sens, elle a souligné que son département est disposé à accompagner tous les investisseurs, notamment les jeunes, pour la création de start-up selon les instructions du président de la République. On va parler sport avant de se quitter avec cette confrontation en finale de la Super Coupe d'Afrique qui opposera à 18h au stade Ahmed Ben Ali à Doha les Égyptiens d'Al Ahly aux Marocains du Raja Casablanca. Rappelons que le Ahly d'Égypte est vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique. Le Raja, lui, avait remporté la Coupe de la Confédération africaine, la CAF. Et sur le tableau de chasse, le Ahly a par le passé remporté 7 trophées de Super Coupe d'Afrique contre 2 pour les Marocains du Raja. Les deux formations ont même remporté 2 des 3 dernières éditions de ce trophée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Lamézienne Zitouni. Retrouvez Nabila Hossein ce soir pour votre journal télévisé du 19h. D'ici là, passez une excellente journée sur Al24 News.